Bonjour à tous, prenez place. Je vous remercie d'être là. C'est une table ronde qui est dédiée à l'économie, plus macro ce coup-ci. Donc économie autrichienne, économie keynésienne et aussi le futur de Bitcoin. Donc il y aura quelques appréciations de prix bien sûr, mais on est plus dans une perspective économique. Donc je suis très heureux d'avoir des invités de qualité. Je vous propose de commencer par un petit tour de table pour que vous présentiez chacun un tour de rôle. Oui, Philippe Erlin, donc économiste et spécialisé sur les questions monétaires, donc ce qui a amené à m'intéresser au Bitcoin il y a déjà plusieurs années, quoi. Bonjour, Fergan Aziari. Donc moi je suis chargé d'études pour divers think tanks libéraux en France et aux États-Unis, et donc j'essaie de défendre la pensée libérale dans la presse française. Bonjour, je suis Yves Chefati, je suis l'intrus, je ne suis pas économiste moi. Je suis investisseur professionnel, donc je dirige une société de gestion qui s'est mise à la crypto il y a 6 ans. Merci à tous. Donc le thème est économique. Nous sommes dans une société qui est dite keynésienne, en tout cas qui a des propriétés telles quelles, avec une création de monnaie assez conséquente. Est-ce que pour le public qui n'est pas forcément familier de cette économie, Fergan, peut-être tu pourrais nous résumer les caractéristiques de l'économie keynésienne, ses qualités et peut-être ses défauts aussi. Oui, alors tout à fait. Donc le keynésianisme est une doctrine économique donc qui, comme son nom l'indique, provient d'un économiste qui s'appelle Keynes, un économique britannique, qui a acquis la célébrité dans les années 20 quand il critiquait le traité de Versailles. Mais ce qui a installé définitivement le keynésianisme, en tout cas dans la pensée économique dans les universités, c'est sa théorie générale publiée en 1936, donc en pleine Grande Dépression. Et donc Keynes, à ce moment-là, tente de développer sa propre interprétation de la crise économique et financière qui frappait toutes les économies occidentales et mondiales. Et alors, je vais vulgariser très très vite, donc s'il y a des professeurs d'économie qu'on me pardonne pour la vulgarisation et la rapidité d'explication, mais grosso modo, la doctrine keynésienne est une doctrine qui insiste énormément sur le rôle de la demande, de la consommation et de l'investissement, en tout cas, pour déclencher le progrès économique et la croissance économique. Donc la demande, c'est la clé, et les crises économiques, généralement, selon les keynésiens, surviennent lorsqu'il y a justement un effondrement de ce qu'on appelle la demande globale, et donc le diagnostic d'un effondrement de la demande va inspirer des politiques publiques très précises pour corriger et résorber les crises économiques. Typiquement, les keynésiens vont accuser une sous-consommation d'être responsable de la crise, vont accuser l'épargne d'être trop abondante et d'être donc source de dépression. Et donc ce diagnostic va inspirer des politiques publiques tendant à euthanasier le rentier, selon une formule déjà bien connue, par la politique monétaire, par aussi la politique budgétaire. Donc il s'agit pour l'État de se substituer à l'agent privé qui, du point de vue keynésien, ne consomme ou ne dépense pas assez. Et donc il s'agit de mandater l'État pour qu'il dépense, investisse à la place du secteur privé. Et donc cette doctrine a des implications monétaires très fortes, car si la consommation, la sous-consommation est le problème, et si l'épargne est l'ennemi, quelque part, eh bien, on va essayer de mettre en place des politiques, des manipulations monétaires pour désinciter à l'épargne et inciter davantage à la consommation. Ce sont des politiques publiques qui sont encore aujourd'hui appliquées, qui inspirent nos décideurs, les taux d'intérêt bas négatifs, la méfiance de l'épargne. Tout cela provient d'une conception keynésienne de l'économie et des crises économiques. Donc si je résume, il s'agit de forcer plus ou moins l'épargnant à dépenser. Et ensuite, probablement, dépenses publiques et création monétaire peut-être. Tout à fait. La création monétaire créant de l'inflation, elle décourage l'épargne. Et puis, elle a un effet anti-déflationniste. Et on sait que les keynésiens accusent notamment la déflation, donc les baisses durables de prix de biens et services d'être à l'origine de nombreux désordres. Et donc cette obsession, cette critique, cette haine de la déflation conduit effectivement à encourager une création monétaire, alors peut-être pas illimitée, mais en tout cas assez forte pour justement encourager l'inflation qui, elle, permettrait de résoudre le problème du chômage et de la dépression économique.
Merci. Donc, je pense qu'en France, nous sommes champions de keynésianisme. Nous avons une dépense publique qui est très élevée. Pas qu'en France, mais pas qu'en France, mais en France notamment. Mais ce courant n'est pas seul. Donc, il y a un courant qui est alternatif, qui est beaucoup plus méconnu et qui est l'école de pensée autrichienne. Est-ce que, Fergan, encore à toi, est-ce que tu pourrais nous résumer quelle est cette pensée qui est peut-être orthogonale au keynésianisme? Oui. Alors, il n'y a pas effectivement que le keynésianisme et l'école autrichienne, mais en tout cas, ces deux écoles ont la caractéristique d'être en opposition frontale sur un certain nombre d'enjeux importants. Et donc aujourd'hui, comme c'est la monnaie qui nous intéresse, je vais principalement parler des apports théoriques de l'école autrichienne sur les questions monétaires. L'école autrichienne est une école qui naît à la fin du 19e siècle via un économiste autrichien qui s'appelle Karl Menger, qui publie en 1871 ses principes d'économie. Et les Autrichiens, sur la question monétaire, ont, on va dire, des conceptions assez tranchées, c'est-à-dire qu'ils se méfient par principe de la création monétaire, qui pour eux n'apporte pas grand-chose de bon. Pire encore, cette création monétaire est accusée justement de créer les crises économiques et financières qui nous accablent, là où les keynésiens accusent généralement donc l'abondance d'épargne et la sous-consommation d'être à l'origine des crises économiques, des dépressions prolongées. Les Autrichiens, au contraire, vont accuser l'excès de crédit et l'excès de création monétaire notamment, d'introduire des désordres sur le marché, de vicier les comportements, de vicier les incitations, et donc de conduire les entrepreneurs à prendre de mauvaises décisions, lesquelles conduisent à des investissements inopportuns qui ensuite déclenchent des crises lorsque tout le monde réalise en effet les erreurs des uns et des autres. Donc sur le plan des politiques publiques, l'école autrichienne va se montrer beaucoup plus critique des interventions de l'État et beaucoup plus critique à l'égard du processus de création monétaire. C'est la raison pour laquelle la plupart des grands économistes autrichiens, il s'agit de Karl Menger, de Ludwig von Mises, étaient de fervents partisans de l'étalon or, à une époque où effectivement Internet et le Bitcoin n'existaient pas, parce qu'ils voyaient dans l'étalon or un outil pour justement empêcher une création monétaire excessive et illimitée. L'étalon or a l'avantage pour ces économistes-là de contraindre les banques centrales et les banques commerciales à une certaine discipline qui interdit la création monétaire et la stimulation excessive de l'investissement par rapport à la disponibilité de l'épargne. Si je résume en quelques mots, les Autrichiens n'ont peut-être pas la même confiance dans les institutions que vont avoir les Keynésiens. Ils vont peut-être penser que l'État peut générer des catastrophes par la monnaie, notamment les banques centrales. Ils ne sont probablement pas des défenseurs des banques centrales, les Autrichiens. Non, ils ne sont pas du tout des défenseurs des banques centrales. C'est notamment un économiste autrichien, donc Friedrich Hayek, qu'on doit l'idée de dénationaliser la monnaie. Donc beaucoup d'Autrichiens vous diront que les banques centrales sont complètement inutiles, improductives, et que si on les supprimait, le monde s'en porterait sans doute beaucoup mieux. Ce qui ne serait pas pour déplaire à Satoshi. Et donc ça me fait la transition. Bitcoin donc est plutôt d'obédience autrichienne. En fait, c'est un ovni monétaire, mais qui, du point de vue théorique, avait déjà été porté par ces grands auteurs, notamment autrichiens. Alors moi, j'ai deux questions à propos de Bitcoin, parce que je pense que les gens s'intéressent à Bitcoin essentiellement dans cette salle. Et déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Bitcoin est une monnaie? Ça serait la première question. Donc, nous avons des économistes, profitons-en. Comment le qualifieriez-vous? En fait, souvent, on dit la monnaie, c'est ce qui est défini comme tel par l'État. Mais moi, je considère que c'est d'abord les utilisateurs qui considèrent ce qu'est une monnaie, parce qu'une monnaie hyper inflationniste étatique, personne ne va l'utiliser. On le voit au Venezuela. Et par contre, au Venezuela, les gens utilisent le Bitcoin comme moyen de paiement, d'échange, ce qu'on ne fait pas nous ici, parce qu'on n'est pas confronté à ce problème-là. Donc moi, j'aurais tendance à dire c'est d'abord les utilisateurs qui doivent décider de ce qu'est une monnaie plutôt que l'État. Voilà. Et vous, Philippe? Ah c'est aussi mon avis, bien sûr. Oui. C'est une question de définition. Hein. On peut démontrer par A plus B que le Bitcoin est une monnaie, et on peut démontrer par A plus B que le Bitcoin n'est pas une monnaie, suivant la définition de la monnaie que l'on utilise. Hein. Si on définit une monnaie comme étant quelque chose qui est imprimé par une organisation centrale, où il y a un émetteur centralisé, effectivement, le Bitcoin n'est pas une monnaie. Il y a d'autres définitions de la monnaie qui font que le Bitcoin est une monnaie.
au niveau légal, hein, moi je ne suis pas un économiste, mais je suis un gérant d'actifs, très souvent on considère une monnaie comme étant quelque chose qui a un cours légal, et on considère que quelque chose qui a un cours légal, c'est quelque chose qui permet de payer ses impôts avec. Hein, dès lors que vous pouvez payer vos impôts avec des automobiles, l'automobile serait une monnaie. En fait, il existe aujourd'hui des pays où on peut payer ses impôts en bitcoin. Hein, donc, si on prend aux deux extrémités du spectre, que ce soit le Venezuela d'un côté, peut-être le Salvador aussi, et à l'autre côté du spectre, la Suisse. En Suisse, il y a certains cantons suisses, on peut s'acquitter de l'impôt en bitcoin. Donc, dès lors que cette propriété est vraie, on peut considérer que le bitcoin a cours légal dans certains pays, et dès lors qu'il a cours légal dans un pays, ça devient une monnaie. Hein, donc, de ce point de vue-là, même le régulateur français, quand on lui oppose cet argument-là, sa réponse est plus hésitante. Hein, et il semblerait que de ce point de vue-là, et depuis très très peu de temps, effectivement, le Bitcoin accède à certaines des prérogatives de la monnaie, quoi. Même au statut de monnaie étatique depuis le Salvador, ce qui est étonnant. Parce que pourtant, je n'avais pas notion que Bitcoin ait été inventé pour payer des impôts. Mais bon, selon cette définition, ça peut le faire. Et l'autre question par rapport à Bitcoin qui m'intéresse, c'est donc c'est plutôt d'inspiration autrichienne. Mais en quoi cela est-il intéressant? Pourquoi c'est précieux? Donc là, Philippe, je vais plutôt me tourner vers toi parce que il y a un auteur qui est très connu, c'est Saifedan Ammous, qui a écrit Bitcoin, le Bitcoin standard, et qui, je crois, résume très bien en fait certaines propriétés uniques et utiles de Bitcoin. Et donc, est-ce que tu peux en parler? Oui, alors c'est une autre façon de présenter la différence entre l'école autrichienne et l'école keynésienne, qui est la notion de rapport stock-flux, ou le modèle stock-to-flow en anglais, qui est utilisé, mais il faut savoir que qui est utilisé par les bitcoiners, un certain nombre, mais il faut savoir que c'est un concept qui date d'avant l'invention du bitcoin, qui a été fondé par les Autrichiens, pour expliquer pourquoi est-ce que l'or était une monnaie de confiance. Alors, au-delà de ses qualités propres, le fait qu'il soit dense, qu'il ait une couleur déterminée, qu'il soit un peu malléable, et donc qu'il soit facile à reconnaître, qu'il ait une valeur importante dans un volume relativement faible, bon, ça, c'est les qualités propres qui permettent à l'or de faire une monnaie, mais fondamentalement, qu'est-ce qui fait que l'or peut être une monnaie? Eh bien, c'est que il y a un flux de production qui est relativement faible et très difficile à augmenter par rapport au stock existant. De l'or, on en trouve à peu près 3000 tonnes par an. Et on estime, on sait assez bien le mesurer parce que l'essentiel de l'or a été découvert depuis le 19e siècle, en fait. Et donc c'est chiffré. On estime qu'il existe 185 000 tonnes d'or dans le monde. Donc ça fait un rapport stock-flux, 185 000 divisé par 3000, de 62. Et ça veut dire, ce qui est important de comprendre, c'est que si tout d'un coup les gens veulent acheter de l'or pour se protéger contre de l'inflation, par exemple, le cours de l'or va monter, mais il n'est pas possible une année de produire 10 000 ou 20 000 tonnes d'or. Parce que si on pouvait faire ça, ça ferait baisser le cours de l'or, évidemment, et donc les gens seraient perdants à ce moment-là. Et donc l'or ne serait pas devenu une réserve de valeur dans le temps. Donc on ne peut pas augmenter de façon très importante la production d'or. C'est pour ça il y a un rapport stock-flux qui est assez strict, et c'est pour ça que l'or sert de monnaie. A contrario, le cuivre, il a, d'après les chiffres qu'on connaît, il a un rapport stock-flux de 0,25, un quart. C'est-à-dire que 3 mois si on arrête d'en produire pendant 3 mois, les stocks sont vides et on n'a plus de cuivre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne souhaitent pas stocker du cuivre. Voilà, parce que c'est pas une réserve de valeur. Alors le cuivre était il y a des monnaies au Moyen-Âge qui étaient en cuivre, mais elles servaient uniquement à la consommation courante. Dès qu'on les avait, on les réutilisait pour consommer. Mais quand on voulait épargner de l'argent sur une longue durée, on utilisait l'argent et l'or. Voilà. Et c'était ces deux métaux-là, et surtout l'or, qui étaient les vraies monnaies de confiance et d'épargne. Mais le cuivre, voilà, c'était une monnaie, voilà, facilement imprimable. Donc on pourrait dire que nos monnaies actuelles, l'euro, le dollar, qui sont imprimées à volonté, ce sont des monnaies en cuivre, voilà. Ce sont des monnaies keynésiennes, des monnaies qui valent pas grand-chose, voilà. C'est ça. Donc c'est la différence. Donc c'est ce que Saifedan Ammous distingue les monnaies dures des monnaies faibles, voilà. Donc on peut aussi parler de monnaie fondante, je crois. Donc c'est par rapport à la quantité. Alors monnaie fondante, c'est autre chose. Ça, c'est une invention de Silvio Gesell, qui est une monnaie complémentaire qui aura un taux d'intérêt. Alors c'est intéressant, oui, qui aura un taux d'intérêt négatif. C'est-à-dire, c'était une idée keynésienne avant Keynes d'ailleurs, parce que ça date du début du siècle.
C'était l'idée qu'il fallait pousser à la consommation. Donc les gens ont cette monnaie, mais elle perd de la valeur avec le temps. Et donc c'est pour obliger à consommer et favoriser la consommation. Et c'est une idée keynésienne. Et c'est un peu marrant de voir qu'aujourd'hui, on a des taux d'intérêt négatifs. Alors ça ne concerne pas encore l'épargnant moyen, mais si vous avez beaucoup d'argent liquide sur certaines banques en Suisse ou en Allemagne, on va vous appliquer un taux d'intérêt négatif, quoi. Donc c'est un peu la monnaie fondante qui arrive là. Voilà. Oui, on va venir. Ça, c'est quelques dérives qui peuvent faire peur du point de vue de l'épargnant. Mais moi, de ce que j'en retiens, c'est que donc Bitcoin, à l'image de l'or, a une quantité d'émissions qui est très contrôlée. Alors pour en venir au Bitcoin, oui, le Bitcoin, lui, il a un rapport stock-flux qui est très intéressant. Si on prend les chiffres avant le dernier halving, avant juin 2020, donc on était à 12,5 Bitcoin créés toutes les 10 minutes. Donc par rapport au stock existant, alors le stock, il augmente avec le temps, évidemment, de 12,5 toutes les 10 minutes, justement. Mais disons, pour prendre un chiffre moyen, on avait un rapport stock-flux de 27, qui était proche de l'or, proche de l'argent, pardon, qui était lui à 22. Et depuis juin 2020, depuis le dernier halving, on est passé de 12,5 à 6,25 Bitcoin créés toutes les 10 minutes. On a divisé par 2. Et par rapport au stock, ça veut dire qu'on a un rapport stock-flux de 52 et qui donc est très proche de l'or, je le rappelle, qui est de 62. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que plus au fur et à mesure des halvings, le Bitcoin va devenir de plus en plus rare. Et une chose qu'on observe, alors hier, il y avait une table ronde sur le cours du Bitcoin to the moon, point d'interrogation, et personne n'a évoqué le rapport stock-flux, alors que je trouve que ça fonctionne très bien mais ne t'inquiète pour l'instant, pour le cours, mais on note une corrélation entre le cours, alors pas le cours, mais la capitalisation totale. Si on met sur un même graphique logarithmique l'argent, donc l'or et le Bitcoin au fur et à mesure du temps, qui a commencé très bas, qui a commencé avec un rapport stock-flux très faible et qui augmente progressivement, on voit, dans un graphique avec la capitalisation et le prix, on voit qu'il y a une très forte corrélation qui donc nous amène à être très optimiste pour les années à venir, quoi. Voilà. Mais ne t'inquiète pas Philippe, on s'intéressera au prix évidemment, qui est une composante qui intéresse tout le monde. Et donc un des modèles qui permettrait de l'anticiper, ou en tout cas qui a l'air de fonctionner jusqu'à présent, c'est le fameux stock to flow, c'est ce dont tu parles, et qui ne fait qu'augmenter puisqu'il y a ce qu'on appelle des halvings, c'est-à-dire que la quantité d'émissions de Bitcoin est divisée par 2, donc la flux rareté ne fait baisse. qu'augmenter, voilà. Et bon, ce modèle ne peut marcher que si en face il y a une demande évidemment, quoi. Mais on a vu tout à l'heure avec le graphique de Nicolas Chiron que le taux d'adoption de Bitcoin était comparable à celui d'Internet. Donc ça prouve que la demande est là, quoi. Voilà. Bon, mais justement, je vais m'intéresser à l'investisseur professionnel ce coup-ci. Donc, en pratique, on a vu qu'on avait des modèles économiques, on a une pensée économique qui est forte. Mais donc, vous chez Tobam, vous êtes une société de gestion d'actifs. Tu es investisseur professionnel. Vous vous intéressez à Bitcoin. Plus que ça, vous en achetez. Vous avez certainement une thèse d'investissement. Est-ce que tu nous en ferais part? Alors, la thèse d'investissement de Tobam sur le Bitcoin, c'est que le Bitcoin, il a les qualités fondamentales et les qualités empiriques pour devenir potentiellement un jour un étalon de mesure de la valeur. Alors, le mot le plus important de ce que je viens de dire, c'est le mot potentiel. C'est très important de comprendre que quand on est un investisseur professionnel, on ne s'intéresse pas à ce qui est avéré, mais à ce qui est potentiel. Donc je ne suis pas en train de dire que le Bitcoin est un étalon de mesure de la valeur, je suis en train de dire un mensonge. Aujourd'hui, tu ne mesures pas la valeur des choses avec des bitcoins. Aujourd'hui, on mesure la valeur des choses tous, même le plus maximaliste d'entre nous, il est bien obligé aujourd'hui de mesurer la valeur des choses en euros. Ce qui est intéressant, c'est le potentiel. Le jour où le bitcoin sera un étalon de mesure de la valeur, ce sera trop tard pour en acheter. C'est justement, il sera beaucoup, beaucoup plus cher. Et ça, je pense que c'est un mot qui manque beaucoup dans les discours, c'est le mot potentiel. Et aujourd'hui, vraiment, si on regarde les choses de manière technique et froide, et qu'on regarde les qualités objectives du Bitcoin, je pense qu'il a les qualités objectives, à la fois fondamentalement et empiriquement, pour devenir un étalon de mesure de la valeur. Quelles seraient ces qualités ? Le fait qu'il n'est pas dégradable, le fait qu'il n'a pas d'administration centralisée. En fait, c'est quoi le Bitcoin au niveau économique? Je ne suis pas économiste, mais bon, je me permets d'avoir une opinion. La proposition de valeur économique du Bitcoin, c'est quoi? Le Bitcoin, on peut le décrire de manière très sophistiquée, et on peut le décrire de manière très simple. C'est comme une voiture.
Une voiture, soit on va explorer les lois de la thermodynamique pour décrire ce que c'est une voiture, soit on va dire une voiture, c'est une caisse avec 4 roues, un moteur, un accélérateur, un frein, un volant, et on saura servir d'une voiture. La proposition économique du Bitcoin, elle tient en une phrase qui a été dite à plusieurs reprises pendant ces 2 jours, c'est « il n'y en a que 21 millions ». Et le coup de génie de Satoshi, c'est d'avoir inventé la première monnaie à masse monétaire constante. Okay, c'est ça la valeur économique, c'est ça la proposition de valeur du Bitcoin, la proposition de valeur économique du Bitcoin. Tu parlais de Hayek, qui a écrit donc en anglais c'est Denationalization of Money, mais en français c'est très rigolo parce que le titre français est très différent. C'est pour une vraie concurrence des monnaies. Et la thèse qu'il présente dans ce bouquin, c'est qu'effectivement, dès lors qu'un groupe de personnes bénéficie du monopole de l'émission monétaire, un jour ou l'autre, il en abuse. Et il considère, Hayek, que chaque fois qu'il en abuse, il va en résulter des crises qui vont coûter des vies humaines en très grand nombre, qui vont coûter des retards de développement de plusieurs décennies, etc. Et il dit, en fait, il faut abolir le monopole. Et pour abolir le monopole, il faut séparer l'état de la monnaie. Il faut une bonne fois pour toutes que ce soit d'autres, que la monnaie ne soit pas émise par un État. L'autre inspirateur de Satoshi, de mon point de vue, c'est Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam, c'est un moine franciscain du XIIe siècle, qui est l'inventeur du rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est un principe philosophique qu'on appelle aussi le principe de parcimonie, qui dit qu'entre 2 solutions, il faut toujours choisir la plus simple. Et en fait, Hayek, dans son bouquin, il dit « Je ne sais pas comment on gère une masse monétaire, mais je compte sur la concurrence pour trouver la bonne manière de gérer une masse monétaire. » Et Satoshi s'est dit « Je vais faire comme Occam, je vais simplifier la solution, et puis la simplification ultime de la gestion de la masse monétaire, c'est de la rendre constante. » Écoute, ça a le mérite de la simplicité, ça plaît, je crois, à tout le monde ici. Au moins, parce que la multiplication de la monnaie détruit sa valeur, c'est le problème. Pourtant, il y a bien des détracteurs, c'est-à-dire qu'il y a des détracteurs du Bitcoin. Et il y a des gens qui pensent certainement que l'inflation est utile, nécessaire, heureuse. Donc, j'aimerais avoir, en fait, votre avis sur la question, en tant qu'économiste, que financier. En fait, l'inflation est-elle nécessaire? Est-elle utile? Faut-il de l'inflation? Je pense que pour répondre à cette question, il faut déjà revenir à la fonction d'une monnaie. Pourquoi on a inventé la monnaie? Qu'est-ce que la monnaie? La monnaie, ça a 3 fonctions que Aristote avait déjà définies durant l'Antiquité, des fonctions qu'on a abondamment rappelées ici, c'est instrument d'échange, unité de compte et réserve de valeur. Réserve de valeur, ça veut dire que je veux avoir un actif qui, à minima, ne se déprécie pas et qui, au mieux, s'apprécie. Donc, au regard de ce critère-là, il me semble que la logique commande de condamner ce que certains appellent l'objectif d'inflation. C'est-à-dire que dans les médias, on parle souvent du fait que les banques centrales ont un objectif d'inflation. Aujourd'hui, c'est 2% pour la zone euro notamment. Pour moi, l'idée même d'objectif d'inflation est une hérésie puisque on se donne pour mission de dénaturer l'intérêt même d'une monnaie, ce qui consiste à avoir une réserve de valeur. C'est la raison pour laquelle on a abandonné, par exemple, les denrées alimentaires qui, hier, servaient à faire du troc. Quand quelqu'un épargnait en céréales ou je ne sais quoi, il se confrontait au fait qu'il y avait des éléments qui dépérissaient. Et donc, ça ne pouvait pas servir à épargner. La raison pour laquelle on s'est tourné vers l'or dans un premier temps, que les sociétés petit à petit se sont tournées vers les métaux précieux, c'est parce que justement, les métaux précieux avaient des caractéristiques chimiques qui faisaient qu'elles étaient une réserve de valeur assez intéressante. La durabilité sur le plan physique et chimique et la rareté, comme l'a rappelé Philippe, le fait que l'or soit un métal extrêmement rare, le fait qu'il n'est pas possible de multiplier l'or facilement, le fait qu'il n'est pas possible de transformer le plomb en or comme le souhaitaient certains alchimistes au Moyen-Âge. Toutes ces caractéristiques-là expliquent en effet qu'on ait sélectionné dans un premier temps les métaux précieux comme instrument monétaire. Donc l'inflation, en ce sens, est anti-monétaire quelque part. Cependant, il est vrai qu'aujourd'hui, certains économistes, notamment keynésiens, l'encouragent. Eux ont 2 arguments, en fait.
Le premier argument, c'est lutter contre l'épargne, parce que l'épargne, soi-disant, serait au-delà d'un certain niveau complètement improductive, ce qui est à mon sens une erreur, puisque l'épargne, c'est un des moteurs de la croissance économique. En fait, sans épargne, pas d'accumulation de capitaux, pas d'investissement. Or, l'accumulation des capitaux, c'est ce qui distingue les pays développés des nations du tiers-monde, d'une part, et d'autre part, il y a la peur de la déflation. C'est-à-dire que, en effet, une monnaie qui repose sur une masse constante est à terme une monnaie nécessairement déflationniste si sa demande toutefois continue de croître. C'est-à-dire que vous avez une offre de monnaie qui à terme ne bouge pas, une demande d'encaisse monétaire qui peut continuer à augmenter, et donc vous avez une appréciation continue de la valeur de la monnaie, ce qui se traduit par une baisse durable et régulière des prix des biens et des services en monnaie. Et ce processus-là, il est redouté, à mon avis, pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que les keynésiens, et certains monétaristes aussi, on pourra en parler, mais les keynésiens surtout, redoutent la déflation comme un processus mortifère, générateur de crise, parce qu'ils estiment que dans une économie, on est confronté à ce qu'on appelle des rigidités en matière de prix et de salaire, c'est-à-dire qu'une déflation, pour qu'elle se passe bien, implique que des entrepreneurs puissent continuellement ajuster les salaires à la baisse des prix des biens et des marchandises. Si les prix des biens et des marchandises baissent continuellement, mais que les salaires restent à des niveaux similaires, s'il n'y a pas de gain en productivité, en effet, c'est la catastrophe. Mais à mon sens, ces rigidités, redoutées par les keynésiens, sont complètement artificielles. En réalité, ce sont l'État. C'est l'État qui les fabrique, ces rigidités. Et c'est là où, à mon avis, les keynésiens se trompent dans leur idéalisation de l'inflation. Si je résume en quelques mots, ceux qui ont peur de la déflation ont peur que les salaires ne suivent pas, enfin, c'est-à-dire qu'ils ne s'apprécient pas. Mais moi, j'avais n'est-elle pas douce pour les États endettés, l'inflation? N'est-ce pas un moyen de se désendetter? Oui, en fait, c'est ça, c'est que il faut se poser la question de savoir à qui profite le crime, quoi. Oui, voilà. Exactement. C'est une bonne façon de poser la question. Parce que 2% d'inflation, ça paraît pas beaucoup. Mais ça veut dire un doublement des prix tous les 35 ans. C'est un calcul très simple. Ça veut dire qu'au cours d'une vie professionnelle, les prix doublent. Alors si les salaires montent avec, ça va, mais l'épargne, quand on voit que le livret A, ça rapporte 0,5%, ben on se dit que 2% d'inflation, il y a déjà un problème, quoi. Et en ce moment, on est au-dessus, quoi. Alors à qui profite le crime de l'inflation? C'est que ça permet à l'État d'alléger sa dette. C'est pour ça que l'État aime bien l'inflation, alors qu'il redoute absolument la déflation. Parce que quand vous êtes endetté, un État qui est endetté avec de la déflation, ça veut dire son stock de dette en valeur nominale, il bouge pas, et ses recettes diminuent, parce que si les prix des biens diminuent, les recettes de TVA diminuent aussi, et donc ils se trouvent coincés, quoi. Donc c'est pour ça que l'inflation, c'est un outil, enfin c'est préféré par les États pour continuer à s'endetter, pour continuer à faire toujours plus de planches à billets. Et le problème, c'est que ça se provoque en inflation. On la voit apparaître aujourd'hui, mais en fait, elle était déjà là depuis un certain temps. Pas dans les biens de consommation, mais plutôt dans l'immobilier. On l'a pas vu dans les indices des prix, parce que les indices des prix prennent très mal en compte l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'achat d'immobilier, c'est un investissement. Or, l'inflation, ça vient de l'indice des prix à la consommation, et donc les instituts statistiques, en France, mais aussi ailleurs, mais surtout en France, parce qu'en Allemagne ou dans d'autres pays, ils essaient d'en tenir compte, mais en France, pas du tout. Ils considèrent qu'un ménage qui achète son logement, c'est un investissement, donc ça n'a pas du tout à figurer dans l'indice des prix. Et ce qui fait que toute la hausse de l'immobilier qui a été très forte en France à partir de 2000, elle n'a pas été du tout transcrite dans l'indice des prix. Et donc, on expliquait aux gens que leur pouvoir d'achat continuait d'augmenter, alors qu'en fait, quand ils achetaient une maison, un appartement, ils étaient obligés de se prendre un crédit très élevé. Donc l'inflation est déjà là. Et la nouveauté qu'on voit depuis quelques mois, c'est qu'elle commence à toucher les biens de consommation courante, c'est-à-dire l'énergie, l'alimentation, tout ce qui est matériaux de construction. On le voit aux États-Unis, où on est au-dessus de 5% d'inflation. Donc là, c'est un début de dérapage. En Europe, pas encore, mais ça va venir. Et donc là, on rentre dans quelque chose de très dangereux, parce que le problème de l'inflation, c'est qu'au bout d'un moment,
ça pose un problème de confiance dans la monnaie, quoi. Et c'est très dur de regagner ensuite la confiance. Tu as anticipé ma question, Philippe, parce que précisément c'était ça. On a vu dans la présentation précédente qu'il y avait une création de la base monétaire qui est absolument délirante. C'est des milliers de milliards. J'ai regardé avant la conférence, je crois, sur 2020, enfin en moins d'un an, la Banque Centrale Européenne, je crois qu'elle a créé 2900 milliards d'euros. La Banque Centrale Américaine produit à tout va. Et pourtant, dans l'indice de consommation, ça se perçoit pas forcément. Donc, je sais, Yves, que toi, c'est un sujet qui te parle. Donc, pour toi, il y a eu des éléments de réponse, hein, bien sûr. Voilà, je voudrais rajouter une chose à ce qu'a dit Philippe. Effectivement, la valeur foncière. Alors, je ne sais pas si en France, on ne tient pas compte des prix à la construction quand même dans l'inflation. Je crois que le prix de la construction, et l'INSEE en tient compte, même pas le prix de la construction. Je croyais qu'on négligeait le foncier. Donc aux États-Unis, on néglige le foncier et on prend en compte les prix de gros. Pour les prix de gros, oui, mais les particuliers, c'est l'indice des prix à la consommation pour les ménages. D'accord. Donc les ménages achètent très peu de biens de construction, en fait. Non, mais quand ils achètent leur logement, je croyais qu'on prenait non, ça, même pas du tout. Okay. L'immobilier dans l'indice des prix à la consommation, ça pèse 6%. D'accord. Voilà. Il y a un autre coût. En fait, l'inflation doit mesurer le coût de la vie, normalement. Okay. Et un autre coût de la vie qui est très important, en particulier en France, hein, le plus grand poste budgétaire de tous les ménages français, c'est quoi? Plus que le logement, c'est l'impôt. Hein, donc, le coût des services publics, hein, on dit l'impôt, il y a une fonction redistributrice de l'impôt, c'est pas faux. Hein, donc, il faudrait regarder l'impôt net, hein, l'impôt net des prestations. Mais en fait, aujourd'hui, s'il y avait une augmentation des coûts de l'éducation en France, elle ne serait pas mesurée dans l'inflation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le consommateur qui la paye, c'est le contribuable, et ce sont deux personnes complètement distinctes. Hein, mais il y a, en 1958, le coût de fonctionnement de l'État, c'était 22% du PIB. Hein, aujourd'hui, post-Covid, c'est 62%, et avant le Covid, c'est 57%. Donc l'inflation, elle n'est pas mesurée. Le coût de la vie, il n'est pas mesuré. Donc il y a ce sujet que tout le monde connaît sur l'immobilier, mais le coût de l'État, hein, lui, il est en inflation, mais quasiment exponentielle, il est négligé par exactement tout le monde. Donc la réponse est simple, c'est-à-dire que si on ne voit pas l'inflation, c'est que le thermomètre est cassé. On ne la mesure pas. Donc il y a un article extrêmement intéressant qui a été publié par un chercheur du FMI il y a quelques années, qui a étudié tous les épisodes d'hyperinflation sur Terre post-Seconde Guerre mondiale. Tous les cas d'hyperinflation hors ceux dus à la guerre. Et dans tous les cas, d'après lui, il n'a pas trouvé d'exception, dans tous les cas, l'hyperinflation est précédée par ce qu'il appelle être une période d'inflation soutenue, ignorée. Y sommes-nous? Hein? Y sommes-nous dans cette période? C'est assez intéressant. Hein, pour lui, il y a toujours une période d'inflation qui est soutenue et ignorée. Et une bonne manière d'ignorer qu'il fait chaud, effectivement, c'est de manipuler le thermomètre. Et alors, donc, moi, ça m'amène aux prochaines questions. Donc, on est dans cette théorie économique qui est d'une relance par la demande, de création monétaire, d'une inflation qui est finalement offusquée. Quels sont les risques de cette politique-là? Vers où se dirige-t-on? Une fin du cash, taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre une pression folle sur l'épargnant pour qu'il redistribue son épargne. Vers où ça nous mène? Quelles sont les prochaines étapes économiques de cette politique keynésienne folle? Quels sont les risques? De toute façon, il faut pas espérer que l'État se rende compte qu'il a fait une erreur en étant keynésien et que tout d'un coup, il va se dire je vais diminuer mes dépenses, je vais diminuer les impôts, je vais permettre au Bitcoin d'être au moins une monnaie complémentaire, c'est-à-dire de supprimer la taxe. C'est une idée que je défends, ça, le fait qu'il y ait plusieurs monnaies, donc le fait de supprimer la taxe sur les plus-values, sur le Bitcoin et sur l'or aussi, pour que, à partir du moment où l'acheteur et le vendeur sont d'accord, ils puissent payer en Bitcoin ou en or, à côté de l'euro. Bon, il ne faut pas espérer que ça arrive. Donc, on va plutôt aller vers quelque chose, vers une étatisation, vers une réglementation, une bureaucratisation de plus en plus prégnante, voilà, dont le pass sanitaire pourrait être un peu un symptôme, voilà, dans d'autres domaines, mais c'est quelque chose qui peut être étendu. Je pense qu'il y a beaucoup de gouvernants en Europe qui regardent avec intérêt le crédit social chinois, qui est une façon aussi de contrôler. Et si, justement, pour revenir sur les monnaies de banque centrale, si la Chine est en pointe pour faire un crypto yuan
avec l'objectif de faire complètement disparaître le cash, bah, c'est pour pouvoir tracer la totalité des paiements de toute la population chinoise et donc d'avoir une information incroyable, quoi. Et dans le cadre d'un État totalitaire comme la Chine, c'est quand même extrêmement inquiétant. Et il y a malheureusement un peu cette idée pour la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine, quoi. Ouais. C'est plutôt inquiétant, non? Oui, c'est inquiétant et je pense qu'on va devoir aller aux limites de ce système-là et passer éventuellement par un épisode de crise ou d'hyperinflation avant que ça change, quoi. C'est-à-dire que la situation qui nous attend, ça risque d'être le Liban, quoi. Voilà, où tout saute, c'est-à-dire la banque centrale saute, la livre libanaise s'effondre et les banques commerciales ferment leurs guichets. C'est-à-dire que même les Libanais qui avaient des dollars, bon, ceux qui avaient de la livre libanaise, ça valait plus rien, mais ceux qui avaient des dollars dans leur banque n'y ont plus accès. Donc ça veut bien dire que la solution de protection, c'est d'avoir un peu de Bitcoin. Voilà. Alors je vais essayer de maintenant qu'on a fait peur à tout le monde, peut-être qu'on peut essayer de voir un peu d'espoir. N'y a-t-il pas, plutôt que d'attendre que tout pète et après le chaos reviendra le beau temps, n'y a-t-il pas une alternative? Et Bitcoin justement n'est-il pas cet outil individuel qui permet aux individus de se protéger de cette tendance, de ce macro-trend qu'on pourrait dire, qui est vers plus de surveillance? C'est-à-dire que donc, en quoi Bitcoin est une solution à ces problèmes-là? Est-ce que c'est j'étais surpris par le fait que Bitcoin ait le potentiel d'être une unité de compte, ce qui est quand même la version ultime, parce que à l'heure actuelle, dans les fonctions, ça sera déjà une bonne réserve de l'heure, peut-être. Donc, en quoi Bitcoin va nous servir à nous prémunir de ce macro-trend de surveillance? Bah, Bitcoin, on est propriétaire de ces monnaies, on ne dépend pas d'une banque, enfin tout le monde sait ça ici. Donc, ça permet d'être indépendant de l'État. Et voilà, donc c'est un moyen de protection évident. Au-delà du fait d'avoir de l'épargne de côté qui prenne de la valeur avec le temps, il faut aussi comprendre que c'est une protection contre des crises futures potentielles. Alors, il ne faut pas non plus sombrer dans un discours catastrophiste en disant tout va s'écrouler, parce que ça ne peut pas forcément prendre cette forme-là. Ça peut être une sorte d'écroulement ou de stagnation ou de stagflation. Bon, voilà. Mais de toute façon, les scénarios potentiels sont pas très encourageants et renforcent l'idée qu'il faut se protéger avec des crypto-monnaies et avec Bitcoin. C'est un placement défensif. Alors, sans doute, Yves, justement, je crois que dans tes thèses, il y a cette idée de diversification, de réduire son exposition aux différents risques financiers. Est-ce que Bitcoin est un bon outil pour une assurance monétaire? Oui, alors ça fait partie vraiment des qualités empiriques de Bitcoin. Hein. Ça veut dire qu'il a une corrélation qui est non significativement non nulle à quoi que ce soit. Qu'on prenne tous les actifs classiques ou tous les actifs alternatifs, si on mesure leur corrélation au Bitcoin ou la corrélation du Bitcoin à chacun de ces actifs, la corrélation est non significativement non nulle. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a très très peu d'actifs qui ont une corrélation non nulle, qui ont une corrélation nulle aux autres actifs. Donc c'est un actif qui est hyper diversifiant. Les trois caractéristiques du Bitcoin pour un investisseur, c'est quoi? C'est son prix, l'évolution de son prix, c'est sa volatilité et sa corrélation. Okay, donc si on regarde un peu, la volatilité et le prix sont très liés. La volatilité, elle est inversement proportionnelle à l'adoption. C'est parce qu'il est très peu adopté que le Bitcoin est très volatile. On est aujourd'hui, si vous voulez, le Bitcoin, c'est Google en 1998. Google en 1998, on ne sait pas si ça vaudra 0 ou si ça vaudra 2000 milliards de dollars. C'est une start-up, le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, ce n'est pas un étalon de mesure de la valeur, ce n'est pas une monnaie, c'est rien du tout, mais ça a le potentiel de le devenir. Okay, et tant qu'il y a le fait que ce n'est pas encore quelque chose, mais que c'est le potentiel, il restera volatile. Parce que quelque part, dans la tête des gens, il peut valoir 0, ou il peut valoir, effectivement, moi je ne pense pas que le prix du Bitcoin est plafonné à 200 000 euros. Je suis certain que le Bitcoin, dans 25 ans, il vaudra soit 0, soit plusieurs millions de dollars. Non pas parce que plusieurs millions de dollars, non pas parce qu'il aura la valeur actuelle de plusieurs millions de dollars, mais parce que le dollar ne vaudra plus rien. Soit le dollar ne vaudra plus rien, soit c'est le Bitcoin qui ne vaudra plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a deux scénarios alternatifs au Bitcoin. Moi, je suis un investisseur. Donc, un investisseur, il fabrique une thèse d'investissement. Et ensuite, pour se faire plaisir, il va fabriquer un scénario
favorables, et il va se fabriquer quand même des scénarios adverses. C'est quoi les 2 scénarios adverses du Bitcoin? J'en vois pas plus que 2. Tu veux pas commencer par le scénario positif? Bon, alors, le scénario positif du Bitcoin, c'est que le Bitcoin est potentiellement la réponse à la question les banquiers centraux sont-ils devenus fous? Et si effectivement les banquiers centraux sont devenus fous, ça c'est très bon pour le Bitcoin. Donc si on a envie de se faire plaisir, on se dit en fait ils sont fous. Et le Bitcoin il va beaucoup monter. Ça c'est quand même un scénario très extrême. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses, mais on peut se faire plaisir comme ça en disant mais ils sont fous quand même. Moi j'ai eu une réunion avec le directeur général d'un des plus grands hedge funds américains qui m'a dit j'ai demandé à mon équipe de m'organiser des réunions avec des gens qui touchent au Bitcoin depuis longtemps parce qu'on s'apprête à devenir lourd sur ce marché. Et j'ai passé 1h30 avec lui pour lui dire un peu ce que je pensais de tout ça. À la fin, il m'a dit mais il y a quand même 2 petits trucs que je ne comprends pas dans le Bitcoin. Alors moi, là, j'ai respecté 10 secondes de silence, puis je lui ai dit je vais vous faire une confidence où il y a 2 petits trucs que vous ne comprenez pas dans le Bitcoin, moi je ne comprends plus rien dans le dollar. Et quand je ne comprends pas, je ne fais pas. Mais franchement, je ne comprends rien dans la manière dont ils gèrent maintenant la monnaie. C'est incompréhensible. J'ai appris par Fergan que l'euro n'est plus une monnaie. Alors, ce que Fergan il dit que pour qu'une monnaie soit une monnaie, il faut qu'elle soit réserve de valeur. C'est évident que l'euro ne permet pas le transport de la valeur dans le temps. Ce qui a de la valeur, c'est le travail. On sait très bien que si vous travaillez, mesurons le travail en watts aujourd'hui, pour 2 wattheures, et que vous accumulez ces wattheures pendant 20 ans, vous n'arriverez pas à récupérer ces 2 wattheures dans 20 ans. Donc le transport de la valeur dans le temps, l'euro ne le permet pas, donc en fait, il faut aller invertir l'AMF, que l'euro n'est plus une monnaie. Okay. Et donc, les 2 scénarios adverses au Bitcoin, j'en vois moi que 2. Le premier, c'est que les banquiers centraux redeviennent orthodoxes. Donc j'ai compris que Philippe était assez pessimiste sur ce scénario-là. Voilà. Et le deuxième scénario adverse, c'est qu'on invente mieux que le Bitcoin. Mais mieux, non pas en technologie, parce qu'on s'en fout de la technologie. Les Américains appellent ça des technicalités. Okay, ce qui compte, c'est la proposition économique. Donc mieux que le Bitcoin, ça veut dire plus simple que le Bitcoin. Et plus simple qu'une masse monétaire constante, ça va être difficile à fabriquer, ça. Je pense que c'est ça, pour moi, les 2 scénarios adverses. Donc, est-ce que vous avez un avis sur cette question, sur des projections? Alors, les projections de prix ont été lancées, ça va de 0 à plusieurs millions. Donc, la fourchette est assez large, et sur une échelle de temps de 25 ans. Oui, alors, moi, je ne ferai pas de prédiction aussi précise et audacieuse, mais c'est vrai que comme vient de le dire Yves, le succès du Bitcoin dépendra aussi beaucoup de l'attitude des banques centrales. Et bon, moi je pense que parier sur la folie des banques centrales, c'est pas un pari très risqué. Ça c'est mon avis personnel. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde tout simplement l'histoire de la monnaie, l'histoire du monopole monétaire, bon, c'est ce que disait Hayek, quand on regarde ce que la monnaie est et a été pendant 2000 ans lorsqu'il a été administré par un monopole d'État, on peut se demander pourquoi les peuples ont longtemps supporté justement un pouvoir exclusif qui a régulièrement été utilisé pour les tromper et pour les arnaquer. C'est ça l'histoire de la politique monétaire, malheureusement. Même lorsque les talons or étaient notre monnaie de référence, c'est-à-dire que l'or, idéalement, est une monnaie assez séduisante, puisque si on revient sur le critère sur lequel on insiste depuis le début, à savoir la rareté, l'or était, de ce point de vue-là, une monnaie modèle. Simplement, même lui n'a pas résisté à la corruption des gouvernements, puisqu'il était très tentant pour les États d'altérer la quantité de métaux précieux contenus dans une monnaie, de suspendre la convertibilité des billets de banque convertibles en or, ce qui en fait permettait de contourner l'obstacle de l'étalon or. Donc le Bitcoin a cet avantage-là qu'il non seulement se prémunit en effet contre le faux monnayage, c'est sa raison d'être première, mais aussi se prémunit contre la corruption, puisque ce n'est pas seulement un actif et une monnaie, c'est aussi toute une infrastructure, tout un environnement institutionnel destiné à protéger son détenteur
de la corruption politique qui, hélas, quand on regarde l'histoire des sociétés humaines, a toujours été la norme. C'est-à-dire que l'intégrité d'un système monétaire a toujours été l'exception, et c'est encore le cas aujourd'hui, bien qu'on sous-estime cette corruption, et bien qu'on puisse toujours se vanter d'être mieux loti que des pays très corrompus comme le Venezuela, le Zimbabwe. Bon, je ne dis pas que l'Europe en est là, hein, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde l'évolution du pouvoir d'achat d'une unité monétaire d'euros et de dollars, de ce point de vue-là, on n'est toujours pas au niveau des standards, en tout cas qu'on est en droit d'attendre d'une monnaie authentique, puisque l'euro a perdu environ 30% de sa valeur en 20 ans, le dollar, c'est plus de 90% de sa valeur en un siècle. Donc tout ça fait en effet que le Bitcoin s'érige en une alternative et en concurrent crédible aussi longtemps que les banquiers centraux eh bien, persisteront dans cette folie inflationniste. Mais malheureusement, je ne crois pas, enfin malheureusement et heureusement pour le Bitcoin quelque part, je ne crois pas que cela s'arrêtera, puisque c'est une loi anthropologique, hein, c'est Montesquieu qui disait « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Or, le monopole monétaire, c'est la porte ouverte à tous les abus, et c'est pour ça que le Bitcoin comme échappatoire reste pour moi un actif qui a de l'avenir très, très certainement. Philippe. Alors moi, le scénario d'un Bitcoin qui reviendra à zéro, j'y crois pas du tout. Je pense que maintenant, c'est trop tard. Voilà. Maintenant, le risque qui pèse sur le cours du Bitcoin, c'est une sorte d'étouffement par l'État à coup de réglementation, à coup de fiscalité, de surfiscalité. Quand ils vont se rendre compte que des gens ont fait d'énormes plus-values, ils sont tentés de mettre une taxe sur la plus-value encore plus importante à destination du Bitcoin que d'autres. Il y a un risque comme ça d'étouffement, mais j'ai envie de dire, plus l'État voudra étouffer le Bitcoin, plus ça voudra dire que son propre système monétaire est en train de sombrer, donc ce sera une raison de plus d'en acheter, quoi. Voilà, donc. C'est l'effet stressant. Voilà. Et il y a toujours la possibilité de voter avec ses pieds, je suppose. Oui, c'est-à-dire la différence entre l'or et... Roosevelt, en 1933, a interdit l'or, c'est-à-dire a demandé aux tous Américains de ramener leur or physique à la banque centrale, sous peine de prison, et donc ils l'ont fait. Mais on ne peut pas faire ça pour le Bitcoin parce que c'est un algorithme. Voilà, c'est ça la différence. Donc, si un État devenait trop contraignant, il serait facile à ceux qui détiennent du Bitcoin ou aux entreprises, aux startups qui fonctionnent sur la blockchain et autres, de quitter ce pays pour aller faire leur business ailleurs. Et il y a toujours des pays qui seraient accueillants parce que c'est de la richesse qui viendrait. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer à l'or, on ne peut pas interdire le Bitcoin comme on a interdit l'or. La seule façon d'interdire le Bitcoin, c'est contrôler Internet. Donc il n'y a que la Corée du Nord pour l'instant qui interdit de facto le Bitcoin. Et c'est tout. Mais tous les autres pays, même ceux qui l'ont interdit, il y a quelques-uns, très peu d'ailleurs, qui l'ont interdit formellement, mais en fait on sait que ça circule. Donc il n'y a pas de possibilité d'interdire complètement. Et d'autres l'ont adopté. Alors, il y a aussi le Salvador, voilà, qui a commencé à l'adopter. Voilà. Quelque chose ? Oui, juste un mot assez rapide. L'attitude des États à l'égard du Bitcoin et de leur propre monnaie est assez révélatrice, il me semble, de la force du Bitcoin et de la piètre qualité de leur monnaie. Tout à l'heure, Yves, tu parlais du cours légal comme étant effectivement le signe qui montre qu'un actif devient une monnaie. Moi, je serais beaucoup plus sévère et critique en disant que le cours légal, généralement, n'est jamais, finalement, un bon signe. C'est-à-dire que le cours légal, c'est quoi? C'est la législation qui interdit à quelqu'un de refuser une monnaie. C'est ça le cours légal. C'est-à-dire que si demain, on propose de l'euro et que je refuse, la législation me promet une amende. Je n'ai pas le droit de refuser de l'euro. Et quand on y pense, cette attitude est un peu étrange. C'est-à-dire que si on est vraiment convaincu que l'euro, le dollar, les monnaies étatiques sont d'excellentes monnaies, d'une excellente qualité, dans ce cas-là, pourquoi forcer les gens à en accepter? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que dans le commerce, l'usage de la force est toujours un signe de faiblesse. Donc si les États étaient vraiment convaincus de la supériorité de leur monnaie, ils seraient après tout complètement décomplexés à l'idée d'instaurer une libre concurrence monétaire totale, c'est-à-dire en permettant aux uns et aux autres d'accepter, voire de refuser la monnaie en fonction de leur appréciation subjective. Mais le simple fait qu'ils ne veuillent pas de ce scénario montre en réalité qu'ils redoutent le sort qui serait réservé à leur monnaie si jamais on était libre de l'accepter ou de la refuser. Rien que cette attitude, je crois, en dit long en fait sur le sentiment
que les États ont de leur propre monnaie, qui est à mon avis une piètre opinion. Et ça, c'est un bon signe pour l'avenir du Bitcoin aussi. Je te rejoins grandement. Tu sais que les rapports, qu'ils soient amoureux ou monétaires, me procurent en général plus de satisfaction quand ils sont librement consentis. Moi de même. Bon, mais je suis absolument heureux parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est que nos banquiers centraux étaient devenus fous, même si ça n'a pas été dit, c'est ce que j'ai compris, que le Bitcoin pouvait aller entre n'importe où, entre 0 et plusieurs millions. Et comme je sais grâce à Philippe qu'il ira pas vers 0, il nous reste qu'un scénario positif. Bon, mais merci, je vous remercie grandement. Et c'est le moment des questions. Hein. Si vous avez des questions, il y a des questions dans la salle, je vois déjà. Bonjour, merci déjà à vous. J'avais une petite question. Yves, tu dis que Bitcoin est complètement décorrélé, que c'est une grande force du coup. Moi, ok, je l'entends. Vous avez dit globalement que le Bitcoin pouvait être une solution aussi qui permet de répondre aux crises à venir. Ce que j'ai vu, c'est qu'en mars 2020, quand il y a eu la mini-crise liée au Covid, ça a fait un petit peu trembler les marchés. Donc, on a vu les cours du CAC 40 qui ont baissé. Par contre, ce qu'on aurait pu se dire, c'est du coup, Bitcoin va monter. Or, Bitcoin a été divisé à deux. Si ce que tu dis était vrai, on ne pourrait pas en conclure que ce que tu es en train d'affirmer là, ou bien d'espérer, c'est pas une corrélation nulle, c'est une corrélation négative. Je te donne un exemple simple. On va dire que Ferlian et moi, on va jouer à pile ou face. Ok, on va jeter des pièces et puis on va jouer à pile ou face en même temps. Tu es d'accord qu'il n'y a aucune corrélation entre le fait que entre nos deux tirages. Par contre, à un moment donné, il va faire trois fois pile. Eh ben moi aussi, si ça se trouve, je vais faire 3 fois pile. Ce qui compte, c'est pas la corrélation, mais c'est la significativité des corrélations. Dès que tu prends une période de temps sur laquelle les statistiques sont significatives, la corrélation elle est exactement à 0. Alors il peut arriver pendant 2 heures qu'on ait le même tirage, lui et moi. Hein, et effectivement, si tu prends ces 2 heures-là, la corrélation elle va être de 1. Mais elle sera non significative. Et là, je te parle scientifiquement parlant. Hein, si tu regardes les chiffres, empiriquement parlant, dès que tu prends une période significative, c'est pour ça que j'ai pesé mes mots, je n'ai pas dit que la corrélation était nulle. J'ai dit qu'elle était non significativement différente de 0. Tu ne vas jamais trouver une période où le Bitcoin et un autre actif ont une corrélation qui est significativement différente de 0. C'est ça ma proposition précise. Okay. Et quelle serait cette période de temps pour que ce soit significatif? Ça dépend des fréquences. Hein. Si tu regardes sur des fréquences quotidiennes, j'imagine qu'une quarantaine de tirages, ça suffit. Hein. Je pense que de tête comme ça, j'en sais rien, mais sur 40 jours, je suis sûr qu'il n'y a pas la corrélation, elle est significativement égale à 0, là, ou très très proche de 0. Je crois que nos statistiques, c'est trimestriel. Pardon? Ah ouais, c'est complètement du hasard. C'est pas complètement un hasard, c'est que l'or aussi a décroché. Il y a des explications, mais... Et voilà, parce qu'il y a un besoin de liquidité, parce que ceux qui ont les portefeuilles... C'est des phénomènes de liquidité plutôt, hein, ça veut dire que ils ont vendu ce qui avait le moins baissé, hein, puis ça l'a fait baisser, mais ça n'a même pas mis 15 jours à rattraper, alors que le marché boursier, ça a mis beaucoup plus. Bonjour, juste au-dessus, on est en haut, ils ne nous voient pas. Est-ce que vous avez un avis sur le trilemme économique de Roderick par rapport à la position des États souverains ? On peut répondre oui ou non, ou bien... Je ne connais pas ce trilemme, personnellement. Sinon, j'ai une autre question, si c'est peut-être plus simple. Une autre question, s'il vous plaît. Ok, merci. Du coup, déjà, merci pour vos explications. C'était très clair, c'était limpide. Philippe, vous évoquiez donc le stock-to-flow model qui s'applique en fait principalement aux matières premières. Donc ici, on dirait que le Bitcoin serait plus une commodities qu'une currency. Je me demandais si le MVRVZ score pour les plus, vous qui connaissez, donc qui calcule, j'explique pour les autres, la différence entre la capitalisation du marché
et la capitalisation qui a été réalisée sur le marché, donc en fait, qui donne une information sur la quantité de spéculateurs sur cet actif. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant du coup d'étudier ce modèle-là pour étudier le potentiel du BTC à devenir une monnaie à proprement parler, et est-ce que, entre autres, est-ce que la situation actuelle du money stock américain ou peu importe européen dont vous aviez parlé, et le fait que la majorité des plans de relance aillent sur les marchés, là où l'économie réelle est en baisse concrètement, est-ce que ça ne ferait pas penser un peu à la situation de 1929 avant la Grande Dépression? Alors, oui. Le modèle stock to flow, il a été conçu par l'école autrichienne pour parler de l'or. Alors, le fait qu'on l'applique aux matières premières éventuellement, on peut aussi l'appliquer au marché immobilier. C'est un concept qui, pour moi, a de l'avenir. Et c'est un sujet que je vais creuser dans l'année dernière, parce que je pense que c'est extrêmement intéressant et révélateur. Voilà, maintenant, le modèle stock to flow, il est intéressant parce qu'il tient compte du halving. Voilà. L'autre modèle que vous avez cité sur la proportion de spéculateurs, tout ça, enfin, on peut trouver plein d'indicateurs qui ont tous plus ou moins de l'intérêt, mais là où je trouve que le rapport stock to flow est très intéressant, c'est qu'il s'appuie sur le halving, c'est-à-dire sur la logique interne du Bitcoin. C'est pour ça que c'est un modèle qui fonctionne, qui jusqu'ici fonctionne très bien. Alors, rien ne garantit que ça va continuer. Il faut qu'en face, il y ait une demande. Bon, c'est comme, je veux dire, c'est comme les terres rares. Les terres rares sont rares, mais pendant longtemps, on ne savait pas à quoi ça sert, donc elles n'avaient aucune valeur. Et c'est uniquement parce qu'on fait des téléphones portables, des batteries, tout ça, que maintenant les terres rares valent de l'argent. Et de plus en plus, parce qu'on va consommer de plus en plus de batteries et de téléphones portables, etc. Bon, voilà, il faut qu'il y ait une demande en face. Donc, il faut que le nombre de personnes qui utilisent Bitcoin et les crypto-monnaies augmente. Sinon, le modèle stock to flow ne sera plus vérifié. Mais on voyait justement tout à l'heure que le taux de progression, le taux d'adoption était très en forte croissance. Donc, voilà, on peut penser que ça va continuer, mais finalement, c'est la liberté humaine, la liberté des gens qui décide. Donc ça, on verra. C'est là aussi où la pression de l'État pourrait ralentir un peu l'adoption. Voilà, mais c'est tout. Une dernière question, peut-être? Oui. Oui, merci. Bonjour, un grand merci. Je suis ici, voilà. Grand merci pour vos contributions. On peut gagner pour l'instant 4, 5, 6% sur les cryptos, ou si on prend Bitcoin, allez, 4, 5% dans le DeFi. Est-ce que, et voici ma question, est-ce que l'intérêt est compatible avec un modèle déflateur ou une masse monétaire constante? Merci. Tous ces rendements de la finance centralisée, c'est lié c'est les revenus du stacking, c'est-à-dire c'est lié à la validation donc c'est lié au processus technique même des monnaies, quoi. Le fait de valider les transactions, ça génère un peu de coûts et c'est redistribué à ceux qui déposent leur monnaie. Donc c'est pas lié. Le fait que le stock soit constant, ça pose pas de problème à ce niveau-là, je pense. Hein. Bon. Est-ce que la déflation s'oppose au rendement? La déflation s'oppose à la rémunération du capital? Non, pas du tout. La déflation ne s'oppose absolument pas à la rémunération du capital, bien au contraire, puisque la déflation, elle récompense l'épargne dans un premier temps, ce qui est nécessaire pour accumuler du capital. Et ensuite, dans une économie déflationniste, rien n'empêche des taux d'intérêt de s'ajuster pour rémunérer l'épargne investisseur. Simplement, ils seront peut-être plus faibles que dans une économie inflationniste. C'est-à-dire que dans une économie déflationniste, on n'a pas besoin de taux d'intérêt aussi élevés que dans une économie inflationniste pour faire fructifier son épargne et son capital. Mais c'est pour ça qu'il faut parler de taux réel, non? Voilà, justement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre le taux réel, c'est la différence entre le taux d'intérêt nominal affiché et l'évolution des prix. Alors, si les prix baissent, si on a un taux d'intérêt positif, et si en plus les prix baissent, le taux d'intérêt réel est d'autant plus important. C'était la dernière question. J'ai une petite... Elle se fera en aparté, je suis désolé, on a un timing à respecter, okay. Mais nous vous y répondrons avec joie dans les couloirs. C'était pour le journal du coin, c'est pas grave, entre autres. Ça, je suis désolé. Je la prends, je sais pas à qui je m'adresse, mais... Alors, je poserai la question en aparté, je voulais juste remercier le journal du coin pour la place offerte les 2 jours, comme quoi il n'y a pas de délit d'initié. Il y avait un concours sur Twitter, merci, le journal du coin. Et puisqu'on adopte tous le Bitcoin ici, on adopte les libertés, j'incite tout le monde
à s'abonner au Twitter de Philippe Herlin, entre autres, et je le remercie pour la défense des libertés en ce moment. Voilà, merci. Et tweetez, allez-y, suivez-le. Merci beaucoup. Merci Journal du Coin.